Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord le sommaire. Ratouma et Matoto, les autorités communales étaient en concertation sur comment poursuivre les opérations de déguerpissement le long des rails. Les accidents mortels sont récurrents ces derniers temps sur cette voie. Et puis à Kindia, des ONG accompagnent le gouvernement dans la lutte contre la poliomyélite. C'est le cas du Rotary Club de Guinée. Cette ONG apporte du soutien financier à l'OMS et à l'UNICEF dans cette opération. Enfin, culture, le livre avec les initiatives de promotion du livre et de la lecture. La maison innove édition et ses partenaires pilotent le projet. C'est un programme qui vise à valoriser les écrivains guinéens à travers la lecture. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information, passation de commandement à l'état-major de l'armée de l'air. Le colonel d'aviation Yacouba Touré prend les destinées de ce service stratégique au sein de la Grande Muette. Il s'engage à œuvrer pour le rayonnement et la valorisation des ressources humaines au sein de l'état-major de l'armée de l'air. Adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Après 2 ans, 10 mois à l'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade à la retraite, Aboubakar Monson Bangoura, passe les témoins au colonel Yacouba Touré. Une passation de commandement et de service qui s'est déroulée à la place d'armes de la base aérienne principale de Conakry, en présence de la hiérarchie militaire, des membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, et du personnel de l'armée de l'air. Vous reconnaîtrez désormais comme chef d'état-major de l'armée de l'air le colonel Yacouba Touré ici présent. Vous l'obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans son intervention, le chef d'état-major de l'armée de l'air sortant a remercié ses collaborateurs pour leur apport durant le temps qu'il a passé à la tête de l'institution. Il a exhorté ses frères d'armes à se mettre à la disposition du nouveau commandement. Je vous exhorte au rassemblement, à l'union, à l'amour du prochain. Alors, je vous demande de vous donner les mains et les cœurs pour réussir, car l'aviation est synonyme de l'équipage pour le décollage d'un avion. Colonel Yacouba Touré, désormais patron de l'état-major de l'armée de l'air, est un fin connaisseur de ce corps. Je voudrais témoigner de toute ma gratitude à l'endroit du chef de l'État, président de la transition, président du comité national du Rassemblement pour le développement, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour avoir porté son choix sur ma personne pour diriger les destinées d'un état-major stratégique comme l'armée de l'air. Je suis convaincu que par la grâce de Dieu, avec le soutien de tous les aviateurs, du premier soldat au dernier colonel, de la base de Conakry à la base de Zérekoré, en passant par toutes les bases, nous parviendrons à relever les défis et faire en sorte que l'armée de l'air puisse assurer ses missions régaliennes. Colonel Yacouba Touré, jusque-là commandant de la division vol, opération et instruction à l'état-major de l'armée de l'air et chef du centre des opérations au poste de commandement interarmée élargi, PCIAE, a été nommé à ce poste pendant qu'il était en mission d'observation au Sud-Soudan en qualité d'officier d'état-major au sein de la mission des Nations Unies. Dans l'actualité également, à Ratouma et Matoto, les autorités communales étaient récemment en concertation sur comment poursuivre les opérations de déguerpissement le long des rails. Des accidents mortels sont récurrents ces derniers temps sur cette voie. Roussal Sebeka accompagne la campagne dite de sensibilisation des occupants illégaux. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Depuis la collision des 2 trains de Roussal Sebeka, survenu le mois passé à Antanor, faisant des dégâts, des instructions ont été données par l'autorité régionale pour déguerpir le long des rails. Suite au travail abattu par les maires concernés, une délégation de Roussal Sebeka échange avec l'administration communale de Matoto et Ratouma. Ce conclave s'est appesanti sur la poursuite des dégagements des emprises de la voie ferrée afin de minimiser les risques. Il y a beaucoup de morts
des gens qui meurent comme ça, n'importe comment. Ça, c'est pour des occupations anarchiques. Et c'est la raison pour laquelle, avec les institutions que nous avons reçues des autorités, nous sommes sortis et nous avons essayé de dégager le long des rails systématiquement. Tant que les voies ne seront pas complètement libérées conformément au communiqué du CNRD, je pense qu'on sera toujours à pied d'œuvre pour que le travail soit effectif. Pour la poursuite des opérations, des équipes mixtes composées de la sécurité ferroviaire et du service communal de l'habitat sont sur le terrain. On a appelé les gens pour les sensibiliser, pour ne pas qu'ils soient surpris. Parce qu'il ne faut pas venir comme ça, casser, sans qu'ils soient informés. Là où je vous parle, la semaine là, on a eu 2 morts successifs. Il y a un corps actuellement qui est couché à Ignacidine qu'on n'a pas retrouvé, une femme. L'accident s'est passé avant-hier vers 2h du matin. Et ça, c'est parce qu'elle est sortie juste de maisons faites au bord des rails. Dès qu'elle est sortie, voici le train qui était déjà en face d'elle. On demande un peu de doléance parce que c'est en train de dire, le maître en train de dire tout de suite, c'est jusqu'à lundi. On est très compris, nous aussi, on va mettre sur eux pour sensibiliser les gens, pour qu'on arrive rapidement, qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts. Le but visé par le gouvernement de Conakry est de réduire considérablement les risques d'accident au niveau de la voie ferrée. Les responsables de la ville s'engagent à accompagner Roussal Sebeka afin de sauver des vies. Depuis hier, la Commission nationale de recrutement et de promotion des chercheurs et enseignants-chercheurs tient sa session. Elle est annuelle et se tient sous les auspices du ministère de l'Enseignement supérieur. Cette commission se veut être une plateforme de qualification des enseignants du supérieur en Guinée. Fatoumata Kourouma, Salou Bangoura. C'est la session 2021 de la Commission nationale de recrutement et de promotion des enseignants-chercheurs et chercheurs CNRP. 67 dossiers de candidature au recrutement et à la promotion des différents grades académiques sont enregistrés. Principal objectif, améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche dans les institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette commission, c'est une commission d'évaluation de la performance des enseignants, chercheurs et chercheurs pour les mettre dans les grades académiques. Vous savez, il n'est pas assez de supérieur qui le veut. Il faudra avoir un certain mérite. Et ils sont placés dans des hiérarchies très différentes, de l'assistanat jusqu'au grade de professeur. On examine leurs dossiers à travers des actes bien précis. Premièrement, les formations qu'ils donnent dans les établissements. Deuxièmement, la recherche qu'ils font. La CNRP siège une fois par an en session ordinaire sur convocation du ministre de l'Enseignement supérieur. Au cours de cette session qui se tient pendant près d'une semaine, les dossiers de recrutement et de promotion des enseignants-chercheurs et chercheurs seront minutieusement examinés. Depuis 2017, nous avons pris un arrêté dans le sens de l'amélioration pour dire qu'à partir de janvier 2022, cette évaluation pour tous les grades à part celui d'assistant, se ferait via le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière session que nous tenons de cette façon. Les prochaines vont concerner uniquement les grades d'attachés de recherche et d'assistants. La promotion régulière des enseignants-chercheurs est une nécessité pour le rayonnement des institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. La qualification des prestations sanitaires, la problématique regroupe des agents de santé à l'hôpital Ignacidine de Conakry. La formation qui s'étendra sur 5 jours concerne les spécialistes en urologie. Explication Mariam Kamara, Salif Silla. L'objectif de cette formation pratique est clair. Renforcer la capacité des médecins urologues dans la prise en charge de nombreuses pathologies nécessitant une intervention chirurgicale. Aux anciennes expériences acquises vont s'ajouter de nouvelles méthodologies et équipements plus sophistiqués. Avec cette formation, le traitement radical du cancer de la prostate, par exemple, devient possible.
c'est dommage qu'on fasse une large incision pour enlever un petit calcul de 4 mm. Des techniques mini-invasives ont été inventées pour qu'on puisse passer par les voies naturelles sans la moindre incision pour aller fragmenter ces calculs et les sortir. Ou alors on crée de petits tunnels à travers la peau. Juste on fait rentrer l'instrument et on fragmente les calculs, on les sort. Grâce à l'énergie de mes collègues urologues ici à Conakry, se sont montés les premiers ateliers de formation en chirurgie urologique. Nous avons pu réunir tout le matériel endoscopique, le matériel consommable que moi-même j'ai amené de ma clinique. Donc là, vraiment, toutes les conditions sont réunies pour avoir des ateliers d'une réussite parfaite. Ces révolutions vont permettre à la médecine guinéenne d'être au standard international. À leur niveau, les autorités du ministère de la Santé ne manquent pas d'assurance. Pour ce qui les concerne, vous pouvez être rassurés que le ministère a pris bonne note des besoins qui ont été exprimés. Car, comme cela vient d'être dit, la science évolue. Et qui veut aller loin doit s'adapter au contexte et à l'évolution scientifique. Des instructions ont été données pour inscrire les besoins exprimés par le service d'idéologie dans le plan d'équipement 2022 du ministère de la Santé. Pour cette première phase, la formation va s'étendre sur 5 jours. Tous les services d'urologie du pays sont concernés. L'objectif final est de permettre une prise en charge rapide et efficace pour réduire les évacuations sanitaires à l'international. Espace santé encore, mais cette fois-ci à Kindia, des ONG accompagnent le gouvernement dans la lutte contre la poliomyélite. C'est le cas du Rotary Club de Guinée. Cette ONG apporte un soutien financier à l'OMS et à l'UNICEF dans cette opération. Yaya Silla. La poliomyélite est une maladie handicapante pour des enfants de 0 à 5 ans. Elle est aussi la cible de combat pour la communauté internationale et les organisations philanthropes comme le Rotary Club International. Encore une fois, les Rotariens de Guinée font parler de leur cœur en remettant à l'OMS et à l'UNICEF deux chèques, respectivement 3 921 822 $ et 1 173 750 $ américains. Le Rotary International, à travers sa fondation, mobilise donc des fonds à travers les différents pays où il a des membres pour appuyer en collaboration avec les partenaires comme l'OMS, l'UNICEF, pour la lutte contre la poliomyélite dans les différents pays, mais fait également des activités de plaidoyer auprès des gouvernements afin que les gouvernements puissent en faire une priorité nationale. Et elle se met également aux côtés du personnel de santé pour aller accompagner les vaccinateurs pour faire de porte à porte, comme ce qu'on va faire durant cette semaine de la campagne en Guinée. Le thème retenu cette année est « Une victoire contre la poliomyélite est une victoire pour la santé publique ». Depuis le 24 octobre dernier, la campagne de vaccination des enfants de 0 à 5 ans est lancée. La situation de la poliomyélite dans le monde, notamment en Afrique et en Guinée, a été largement expliquée au cours de cette conférence. La lutte contre la poliomyélite a connu des avancées, mais il reste encore des efforts à faire. Souvent, c'est les derniers pas, les derniers efforts qui sont difficiles à concrétiser. Donc nous appelons à la mobilisation de tous pour pouvoir accompagner la Guinée, mais aussi les autres pays, à franchir les derniers pas pour mettre fin à cette flambée ou bien à ce fléau de la poliomyélite. Le Rotary Club est parmi les partenaires majeurs dans l'éradication de la polio dans le monde. Depuis 1988, il participe aux efforts de lutte contre la poliomyélite. Le Rotary a commencé dès le début à apporter sa contribution financière, non seulement dans les opérations de vaccination, telles que les campagnes de vaccination, mais également dans le renforcement de capacités et dans l'appui logistique. Et les fonds que nous venons de recevoir aujourd'hui entrent dans cette ligne de compte de l'appui habituel du Rotary Club International à travers les clubs pays pour appuyer encore cette initiative d'éradication de la polio. En Guinée, la campagne de vaccination a pour objectif d'éradiquer les quelques 6 cas de polio qui sont encore signalés
Toujours en province, la direction régionale de l'action sociale de l'AB en collaboration avec l'UNFP organise des journées de sensibilisation dénommées Vacances sans excision. En toile de fond, attirer l'attention des populations sur les dangers liés à cette pratique. Les images de Sarafdine Diallo sont commentées par Abdoulaye Ningelande Diallo. L'excision est l'une des formes de violence très néfastes que subit la couche féminine. Le constat démontre que cette forme de violence n'est généralement pratiquée que pendant les périodes de vacances. Pour barrer la route à ce phénomène, l'inspection régionale de l'action sociale de la baie et ses partenaires comme l'UNFPA initient des journées de sensibilisation dénommées Vacances sans excision. C'est le moment pour nous de se mettre en ordre de bataille pour qu'on puisse éliminer totalement, mettre fin à cette pratique néfaste à la vie de la fille et de la femme. Cette initiative permet de mettre l'ensemble des acteurs en ordre de bataille pour mener une lutte coordonnée contre les mutilations génitales féminines dans la région de la baie. Les filles leaders ont élaboré un plan d'action qui est financé aussi par UNFPA. Elles sont aujourd'hui les sentinelles pour la défense des droits des filles et des femmes dans la région et constituent un groupe modèle. De manière à ce que les filles que vous allez mettre au monde ne subissent pas les mêmes sorts que vous. Sinon, le monde ira à l'envers. Je voudrais très sincèrement vous inviter à une profonde réflexion. De janvier à octobre 2021, seulement 18 cas ont été enregistrés. Cette forte baisse est le résultat des multiples sensibilisations des populations sur les conséquences de cette pratique. À Beila, l'hôpital préfectoral manque presque de tout. Problème d'électricité, non-qualification du personnel soignant. Les responsables de cette structure sanitaire tirent la sonnette d'alarme. Malgré les bonnes volontés et l'engagement de certains médecins, l'hôpital de Beila peine à couvrir les soins de santé primaire des populations locales. Images et commentaires, Maké Medonzo, Mohamed Lamine Diallo. Construit en 1984, l'hôpital préfectoral de Beila a une capacité d'accueil de 46 lits d'hospitalisation, repartis entre 4 services. Il s'agit de la pédiatrie, la médecine générale, la chirurgie et la maternité. Dans ce centre, seulement 13 agents sont au compte de l'État, parmi eux 2 médecins. 2 médecins qui s'entraident avec ceux du CMC de la sous-préfecture de Senko pour subvenir aux besoins des malades. L'existence des appareils comme la radiographie et l'échographie font la convoitise de la commune urbaine, malgré de gros risques que les médecins prennent chaque fois qu'il y a une opération chirurgicale. Nous avons juste fait une petite installation solaire juste pour le bloc opératoire. Et maintenant, si c'est en plein jour, l'installation solaire que nous avons fait juste pour le bloc opératoire, ça nous permet de nous prendre en charge. Et actuellement, comme Beila, le courant vient de 18h jusqu'à 0h30. Donc, ça nous permet de stériliser nos boîtes, tout ça là. Et quand il y a des interventions la nuit, ça nous permet aussi de faire ces prises en charge là. Non, il n'y a pas de relais. Si ça lâche, ça, c'est des problèmes que nous avons. Si ça lâche, bon. Et on a un groupe, vrai groupe électrogène, mais c'est un groupe qui a une grande capacité, qui consomme énormément. Et c'est un groupe qui est vieillissant. Avec le soutien financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement, le laboratoire a été équipé de quelques nouveaux matériels au mois d'avril 2021. Mais depuis leur installation, ces machines n'ont jamais été utilisées, faute de formation. Les appareils qu'on nous donne, les appareils qu'ils envoient dans nos laboratoires, qu'on nous forme sur la manipulation de ces appareils. Parce que quand on envoie des appareils comme ça et qu'on ne sait pas les manipuler, ça devient un gaspillage. Il faut d'abord manipuler avant d'interpréter les résultats. Pour le moment, ces appareils-là ne sont pas fonctionnels. Donc c'est vraiment une doléance que je lance au niveau du ministère et aux partenaires de vraiment nous donner des formations dans ce cadre-là. Avec les maigres moyens, l'hôpital préfectoral de Beila arrive à soulager beaucoup de ses patients.
J'avais des problèmes respiratoires, mais aujourd'hui, je remercie Dieu. Ça va vraiment. J'ai été hospitalisé, opéré, et suite à ça aussi, avec aussi l'appui des médecins, l'hôpital, vraiment l'accueil est vraiment satisfaisant. Ils s'occupent des malades, vraiment je remercie Dieu des soins qu'ils me font. La préfecture de Beila, située à 950 km de la capitale Conakry, souffre d'un problème de personnel presque dans tous les services administratifs. Pour le moment, des stagiaires et contractuels sont incontournables dans les services étatiques de la ville de Beila et ses 17 sous-préfectures. Ici, tout près à Dubrika, les populations du district de Béreïré, sous-préfecture de Ouassou, se frottent les mains. Les infrastructures sociales de base sont inaugurées pour activer le développement local. C'est le fruit de la collaboration entre l'entreprise ODAV Multi-Industrie et la communauté. Mohamed Seyar Souma. Une école élémentaire de 3 salles de classe, 200 sacs à dos et leur contenu, c'est ce que bénéficient les écoliers du district de Béreïré à Ouassou, dans la préfecture de Dubrika. Le geste vient à point nommé avec la reprise des cours, une manière d'encourager la scolarisation des tout-petits. Nous avons 6 groupes pédagogiques ici, dans les 3 salles de classe. Donc tous les niveaux, ils sont représentés ici, de la première à 6e année. Il y a 186 élèves, dont 78 filles. L'école élémentaire est entièrement rénovée et équipée par ODAV Multi-Industrie, preuve du bon voisinage avec la communauté. Un souhait vivement réclamé par les autorités locales. Première des choses, des réalisations des infrastructures et des enseignants pour que l'enseignement soit de qualité dans cette sous-préfecture. C'est mon besoin en ce qui concerne l'éducation. 2 fourrages déjà opérationnels s'ajoutent à cette assistance communautaire. Ce n'est pas tout, d'autres initiatives sont annoncées. Nous n'allons pas nous limiter ça à cela. Avec le temps et avec l'implantation de notre usine, nous allons encore développer beaucoup d'autres actions parce que nous sommes en train d'investir plus de 110 millions de dollars ici dans Béreïré, dans les industries. Cette industrie ne nous appartient pas seulement, ça appartient aussi à la population de Béreïré. Ça appartient aussi à la population de la Guinée. Ces infrastructures composées d'une école élémentaire ainsi que des fournitures scolaires et des points d'eau sont mises à la disposition de la communauté. Tout cela a coûté à ODAV Multi-Industrie plus de 250 millions de francs guinéens. Enfin, on va parler du livre avec les initiatives de promotion du livre et de la lecture. La maison Innove Édition et ses partenaires pilotent le projet. C'est un programme qui vise à valoriser les écrivains guinéens à travers la lecture. Mounir Dogomebari, Mamadou Djoumaba. Encourager les jeunes à lire et à mieux connaître les écrivains guinéens, c'est le défi que la maison Innove Édition et ses partenaires veulent relever. Le mécanisme devra permettre aux promoteurs du livre de dénicher de nouveaux talents. Une question lancinante s'est alors imposée à nous. Que faut-il faire de nouveau pour creuser de plus l'appétit de la lecture en Guinée? Notre réponse a été surprenante et nous l'assumons. Créer une maison d'édition jeune, dirigée par des jeunes et qui n'édite exclusivement que les jeunes de moins de 40 ans. Beaucoup de nos compatriotes connaissent des auteurs étrangers, que ce soit Frantz Fanon, que ce soit Albert Camus. Mais aujourd'hui, ces jeunes qui prennent le risque d'écrire, de proposer quelque chose à cette communauté ne sont pas connus. Donc pour nous, Tinkiso, c'était une manière de mettre un peu en avant le travail qu'ils font, mais aussi promouvoir la lecture. À cette première édition du concours littéraire, des livres et bouquins des auteurs guinéens étaient prisés par ses participants. L'ambition des organisateurs, promouvoir l'excellence et valoriser les acquis culturels
du pays. On devait lire 5 livres en moins d'un mois pour restituer. Or que d'habitude, je fais tout un mois avec un seul livre. Et donc, je me suis lancé ce défi de lire 5 livres en un mois. Il faut toujours ce genre de compétition pour qu'on puisse montrer de quoi on est capable. Et c'était vraiment une expérience enrichissante. On a appris beaucoup de ces livres. Et venir le déclamer, c'est aussi quelque chose qui va nous grandir encore plus. Innov Édition et ses partenaires entendent faire de la promotion du livre et de la lecture une réalité. Pour mieux stimuler les jeunes au goût de la lecture, de nombreux cadeaux et prix sont décernés aux participants. C'était tout pour Guinée Info Première. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve à 17h pour une nouvelle page d'information. À tout à l'heure.